présentation que j'ai appelée Sourcing, la peur doit changer de camp. Je vais vous expliquer pourquoi. Par curiosité, qui me connaissait avant de venir? Ok, donc je vais pas vous refaire la présentation de base. Je me suis dit que j'allais vous reparler de comment je suis le premier jour de recrutement que je fais dans ma vie. Le premier jour où j'étais recruteur, parce que j'ai monté à un moment un camp de recrutement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la première journée? Première journée, je suis arrivé. Je me suis levé 7h du matin, je fais une recherche basique sur Google, sur Kasparov, je sais pas pourquoi. J'ai enchaîné avec rechercher un nom pour ma boîte, parce qu'à la base c'était un cabinet que je montais, donc vous voyez plein de noms. J'ai fini par m'appeler 49ers, qui étaient les noms des chercheurs américains d'or. Comme d'habitude, j'ai flâné sur Wikipédia, j'ai flâné sur des informations plus ou moins utiles, extraire des vidéos YouTube, et à un moment j'en suis arrivé à... Il se trouve que dans mon agenda, j'avais le vendredi un petit déjeuner avec Urban Linker, qui est un cabinet avec Jonathan Azoulay. Du coup, j'ai cherché Jonathan Azoulay dans Google. Et je suis arrivé à cet article de Laurent Brois. Donc, je savais c'est un article qui présentait Jonathan. Et du coup, là, on est le 1er octobre 2012. Il est 14h28. Je vais faire une des recherches Google qui va le plus influencer ma vie, qui est Link Humans. Donc, je tapais Link Humans dans Google. 25 minutes plus tard, j'ai tapé Laurent Brois dans Google, et je suis arrivé sur voilà, toutes les pages, etc. de Laurent, et surtout cet article qui s'appelait Le sourcing et l'avenir du recrutement. Et en fait, c'est un article où il expliquait pourquoi le sourcing était clé, etc. etc. Et il avait un deuxième article où il faisait une vidéo démo de sourcing, et il n'y avait pas la vidéo. Et donc, je suis arrivé en commentant, en lui disant merci pour ce blog, où est la vidéo, etc. Il m'a répondu qu'il allait la mettre, et évidemment, elle n'est toujours pas là, 5 ans après. Enfin, 4 ans. La vidéo n'existe toujours pas. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être trouver, vu qu'il n'y a pas la vidéo, je vais regarder dans les commentaires s'il n'y a pas des gens qui ont laissé des indices. J'ai trouvé quelqu'un qui mettait la petite ligne là, de recherche Google. Et donc, comme toute personne formée sur Google aurait fait, j'ai fait quoi? J'ai copié-collé dans Google directement comme ça. Je me suis rendu compte que ça marchait pas mal. Je l'ai fait sur mon métier parce qu'à la base, je recrutais des développeurs. Donc le but de mon cabinet, c'est de trouver des développeurs. Je vois qu'il y a beaucoup de sourceurs IT aujourd'hui. Donc j'ai juste copié-collé développeurs, j'ai enlevé les guillemets. Et voilà, c'était mon premier contact avec des recherches booléennes sur Google. Et donc une fois que j'ai débloqué la puissance de Google, j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai commencé à faire des recherches évidemment super développées comme le nombre de taxis en France, le nombre de pizzas vendues, le million de litres de coca, etc., etc. Le prix du mètre carré en Irak, j'ai retrouvé ça tout à l'heure dans ma recherche. C'est toujours pas pourquoi j'ai cherché ça dans Google, d'ailleurs j'ai pas trouvé la réponse. Et tout ça pour vous dire que dans mon premier jour de recrutement, du coup, mis à part tous les trucs utiles que j'ai fait, mon premier contact, ça a été avec le sourcing. Un des premiers mots que j'ai découvert, c'était le sourcing. Et donc, j'ai jamais douté en fait que le sourcing était clé dans le recrutement. J'ai eu la chance ou la malchance de commencer en solitaire. Donc, premier contact que j'ai avec le recrutement, c'était le sourcing. Alors, je ne vais pas vous refaire une définition complète, hein, mais l'idée du sourcing, c'est quoi? Moi, je le définis comme la phase d'identification et d'engagement des profils. Est-ce que le mot est mauvais? C'est une question que je me pose de plus en plus en ce moment, parce que c'est pas un mot qui est très explicite, c'est un mot anglais, et on aurait peut-être pu trouver mieux. Et d'ailleurs, on est très fautif dans la diffusion de ce mot nous-mêmes. Mais peu importe, c'est le mot qu'on a, donc on va le garder. Ce qui me marque, moi, dans le sourcing, c'est qu'au final, on y pense rarement, mais c'est le vrai goulot d'étranglement du recrutement. C'est-à-dire qu'un bon sourceur peut faire qu'un recruteur devient bon. L'inverse n'est pas vrai. Si jamais je vous source les 3 meilleurs comptables de Paris, peu importe le talent de l'intervieweur, c'est une formalité. À la fin, vous avez les 3 meilleurs. Si je vous source les 3 pires, peu importe votre talent, à la fin, vous avez les 3 pires. Donc ça veut dire que le sourcing, c'est vraiment le goulot d'étranglement. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué dès que j'ai commencé à faire des formations chez Link Humans, c'est que les gens me disaient « Ouais, le sourcing, c'est chronophage ». Un des plus grands retours que j'ai en formation, c'est « Ah, mais le sourcing, c'est chronophage ». Sachant que tout est chronophage dans la vie. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, tout est chronophage. Donc quand les gens vous disent ça, c'est en fait qu'ils n'ont pas envie de le faire. Pourquoi ils vous le disent? Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas une tâche qui leur incombe. Ils considèrent qu'ils sont pas que le sourcing n'est pas une tâche digne d'eux. Et donc c'est ça qu'ils vous disent que le sourcing c'est chronophage. Et aussi c'est une question de... Vous verrez, on parle beaucoup d'outils, etc. C'est avant tout une question de philosophie, le sourcing. Donc c'est une question de est-ce que je considère que le sourcing approvisionné, ça fait partie de mon métier? Vous savez, à Paris, il y a plein de brasseries qui font du surgelé. Hein. Donc il y a plein de gens qui considèrent que s'approvisionner en bonne nourriture, c'est pas leur métier, juste ils délivrent de la nourriture. C'est pareil avec le recrutement. Donc l'approvisionnement, on peut ou non s'y intéresser. Et ce qui est marrant, c'est que les mêmes gens qui vous disent que le sourcing est chronophage aiment l'entretien. Alors qu'il n'y a pas plus chronophage qu'un entretien. Vous êtes pendant 1h30 avec une seule personne. Voire 2 fois, voire des fois vous êtes à 2 pour une seule personne.
Et donc j'en suis arrivé moi avec sur l'entretien un rapport qui était très particulier parce que je suis arrivé très tôt en me rendant compte qu'il y avait un truc qui clochait dans cette histoire. C'est-à-dire que les gens sacralisaient l'entretien et au final, je sais pas si vous connaissez la fable Les habits de l'empereur que je raconte tout le temps. Donc les habits de l'empereur c'est quoi? En général j'appelle le roi est nu. Cette fable là c'est quoi? C'est vous avez des gens qui viennent vendre à un roi des habits qui sont invisibles pour les gens qui n'ont pas de goût esthétique. Donc tous les gens qui ont du goût voient les vêtements, donc forcément il n'y a pas de vêtements, en fait, c'est une arnaque. Et le roi demande à ses conseillers est-ce qu'ils voient les vêtements, ils disent bah oui on les voit, par peur d'être ridicule. Le roi sort dans la rue, on explique aux gens que c'est des gens c'est des fringues que seuls les gens stylés voient, et donc tout le monde dit qu'il les voit. Et là il y a un enfant qui arrive et qui rigole et qui dit mais le roi il est tout nu. Et il y a une seconde où les gens sont tétanisés, et ils se rendent compte qu'en fait tout le monde fait semblant, ils se mettent tous à rire. Et vous avez souvent ça en fait dans le monde professionnel, des gens qui font des trucs et vous savez pas pourquoi. Faites une expérience sociale, allez à Clichy-le-Valois et regardez les gens se mettre à courir pour aller prendre le Transilien. Vous montez et il y a 9 minutes d'attente. Vous dites mais pourquoi les gens courent? Ils courent parce que les gens courent, c'est tout. Et là c'est pareil, il y a une espèce de valorisation de l'entretien qui a pas lieu parce que tout le monde le valorise. Et je voyais que c'était pas rigoureux. Moi, j'ai une formation qui est plutôt scientifique et je voyais bien que l'entretien, ça peut pas être rigoureux. Quand je parlais aux gens, j'ai l'impression qu'ils avaient un fluide magique. Oui, moi, je sens les gens en entretien, j'arrive à comprendre que... je me disais, soit c'est moi qui n'ai pas le fluide, soit le fluide n'existe pas. Et vous avez cette dimension-là de survalorisation de l'entretien. On a eu un client qui nous a dit... Enfin, un client, du coup, non. Un prospect qui nous a dit j'achèterai jamais votre produit parce qu'il y a Nicolas Galita sur les formations. Pourquoi? Du coup, Lucie lui demande pourquoi? Parce qu'il raconte que des conneries. Pourquoi il raconte que des conneries? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de formation en recrutement. Alors, parce qu'on parlait d'école de recrutement. Et il disait, moi, je fais des formations en recrutement. C'est juste que... Alors, il appelait pour se faire former. Donc, c'était marrant. Il dit, je donne des formations en recrutement. Mais en fait, j'y connais rien en sourcing. Mais en fait, c'est pas formateur en recrutement. Et vous avez cette dimension où les gens considèrent que le sourcing ne fait pas partie du recrutement et qu'il y a une partie noble et le sourcing n'en faisant pas partie. Et donc vous avez effectivement cette sacralisation qui fait que quand vous parlez aux gens, les gens s'imaginent ce que c'est un recruteur, ils imaginent quelqu'un qui fait des entretiens. Imagine quelqu'un qui fait des annonces et qui fait un entretien. Entre les deux, il n'y a rien. Vous mettez une annonce, vous attendez, magie, hop, entretien. C'est comme ça que la plupart des gens se figurent le métier de recruteur. Quand je parle à mes potes, c'est comme ça qu'ils imaginent. Et en fait, résumer le recrutement à l'entretien, c'est de la même teneur que de résumer le foot à des dribbles. Vous voyez, des fois, vous voyez des gens sur YouTube qui font des dribbles de dingue et vous dites mais pourquoi ces gens-là sont pas en équipe nationale? Pourquoi? Ils savent pas courir en fait, c'est tout. Ils savent pas courir, ils savent pas faire de passes, ils savent pas faire tout le reste. De la même manière, moi quand j'étais petit, je me rappelle, quand mon père conduisait, j'ai l'impression que conduire, ça consistait à tourner le volant plein de fois. Alors qu'en fait, dans la conduite, pendant longtemps, vous êtes là à vous emmerder, le volant bouge pas. Pareil pour l'escrime, mes parents m'avaient inscrit à l'escrime. Premier jour d'escrime, vous venez et les enfants font tous la même chose. Ils tapent dans les épées des autres. Parce qu'ils ont vu D'Artagnan et du coup, ils tapent dans les épées. Alors que le but, c'est de taper l'autre. Et donc, les gens tapent dans les épées parce qu'en fait, c'est la vision champagne, la vision médiatique qu'ils ont du métier. C'est pareil pour le recrutement. Les gens s'imaginent uniquement la version champagne, la version qui a l'air marrante. Et vous avez du coup plein de gens qui se prennent pour des mentalistes. Mais vraiment énormément de gens qui se prennent pour des mentalistes. Alors que quand on regarde les chiffres, quand on essaye de se poser, de regarder qu'est-ce qui marche pas, vous remarquez qu'en fait, il y a un taux d'efficacité de l'entretien qui est quand même assez faible. D'accord ? On évalue qu'un entretien non structuré, ça vous apporte en termes de prédiction de la performance 14% de plus que le hasard. Que le hasard, hein. Je mets un singe et il fait juste moins 14% que vous. Oula, on regardera les chiffres après. Non, des chiffres comme ça. Et pour vous donner une idée de ce que c'est 14%, c'est quoi 14%? Ça veut dire, imaginez, vous arrivez devant quelqu'un et vous lui dites pense à un jour de la semaine, essayez de le deviner au hasard. On est sur ce taux-là de probabilité. Et l'autre chose qu'il faut garder en tête du pourquoi on a cette situation, c'est que l'entretien est une discipline qui rend arrogant.
Fondamentalement, c'est une discipline qui vous tire vers l'arrogance. Pas parce que les gens qui le font sont arrogants, de la même manière que c'est pas les chauffeurs de taxi parisiens qui sont insupportables. C'est le fait d'avoir un monopole qui les rend comme ça. Là, c'est pareil. Le fait d'avoir une discipline où vous avez un rapport de force sur quelqu'un et où vous n'avez pas surtout de retour, c'est très compliqué de mesurer la performance d'un entretien. D'où la question comment tu as mesuré la performance. C'est hyper compliqué de mesurer la performance. Et donc, vous avez plein de gens qui ont l'impression d'être bons. Et le grand paradoxe, c'est que généralement, plus vous vous sentez bon en entretien, plus vous êtes mauvais. Parce que plus vous vous pensez doué, plus vous êtes victime du biais le plus simple qui est que les gens sympas ont l'air bons. Moi, je suis très bon à être sympa en entretien. Je pense que je pourrais rentrer chez IBM. Par contre, je me ferais virer en 6 semaines. Ou chez BNP. Je me ferais virer en 3 semaines chez BNP. Je sais plus, c'est Lucie Ledoy qui a fait un cauchemar qui m'a dit j'ai rêvé que tu étais chez BNP. Cauchemar. Effectivement, je tiendrais pas moi chez BNP. Et ça pour vous dire que la bonne personne, c'est pas forcément le bon candidat. Et la bonne personne pour vous, en plus, c'est pas forcément la bonne personne pour quelqu'un d'autre. Et donc voilà, plus vous vous sentez bon en entretien en général, plus vous êtes mauvais. Moi, il y a un exercice que j'adore faire avec mes élèves, c'est un exercice de détection de mensonges. Et en fait, on fait un exercice comme ça, on essaie de deviner si leur camarade dit la vérité ou pas. On se rend compte que la plupart des gens, 80% des gens, ne fait pas mieux que le hasard. C'est-à-dire sur 10 épreuves, ils font entre 4 sur 10 et 6 sur 10. Le but de l'entretien ? Très bonne question, à laquelle on répondra une autre fois. Mais on en reparle. On en reparle. Mais effectivement, c'est une bonne question sur le but de l'entretien. Et là où tu as raison, c'est que beaucoup de gens, du coup, qui jouent les chamans et les mentalistes et les entretiens hyper en mode militaire, ont l'impression que le but de l'entretien, c'est de fliquer. Effectivement, tu as d'autres buts dans l'entretien, évidemment. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que ma théorie, c'est qu'on n'a aucune raison de baisser la tête. D'accord ? En tant que sourceur, il n'y a vraiment aucune raison de baisser la tête face à la team entretien. Il n'y a pas la moindre raison du monde, et je dirais même plus, je pense à tous les gens que je vois qui sont méprisés, qui sont stagiaires et dévalorisés, dont le sourcing est considéré comme une sous-discipline, dont le sourcing est considéré comme une tâche ingrate, etc. Il n'y a aucune raison. Et je dirais même sur un métier qui est aussi crucial, quand vous avez compris que toute la valeur ajoutée du recrutement est conditionnée, alors je ne dis pas qu'elle est créée, mais elle est conditionnée, il y a un goulot d'étranglement, toute la valeur ajoutée du recrutement est conditionnée par le sourcing, c'est un drame de le négliger. Et d'ailleurs, le sourcing, c'est un terme qu'on a emprunté aux achats. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait trop sourcing, il y avait juste à côté une conférence de sourcing, mais pour la mode. Et dans les achats, quand vous allez dans l'entreprise, c'est jamais des juniors qui font les achats. Parce que tout le monde comprend bien que c'est quelque chose de crucial. Le problème qu'on a, c'est que souvent le sourcing, contrairement à l'entretien, ça pousse à l'humilité. Parce que vous avez un retour très concret. Quand vous envoyez 100 mails à des gens et que personne ne vous répond, ça vous pousse directement à l'humilité. Je sens qu'il y a du vécu. J'ai vu des regards compatissants. Alors que ouais, ma conviction, c'est que le sourcing mérite vraiment ses experts, et je suis content, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de s'y mettre. Alors ça va doucement, hein. Ça commence par des centres de sourcing avec des gens qui sont temporaires, et puis ça monte en puissance, mais je pense qu'on va vers justement cette montée en puissance avec des vrais gens qui ont leur expertise. Et qui ont vraiment cette dimension de conseil, de savoir comment sourcer. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous faites du sourcing de bas niveau, si on vous demande de trouver un développeur PHP et que vous allez dans LinkedIn et vous tapez développeur PHP, ouais, c'est pas très marrant, effectivement. C'est sûr que c'est pas super marrant. Donc l'idée, c'est comment je deviens expert. Et il y a une vraie expertise sur le sujet. Là où je suis content, c'est que plus on avance, c'est pas le cas forcément il y a 4-5 ans, mais plus on avance, plus je sens qu'il y a une vraie communauté de sourceurs. C'est pour ça que je vous ai mis cette chanson qui disait alors j'ai couru, je me suis retourné, j'étais seul, puis j'ai cherché, et finalement il y avait plein de frères et sœurs, plein condamnés à errer dans leur monde parce qu'il n'y a pas de place dans leur rang. Et je pense qu'il y a cette dimension aussi de on commence à faire communauté, à sentir qu'il y a un amour du sourcing et qu'on peut partager ensemble. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a lancé True Sourcing, alors j'aimerais bien vous dire qu'on a lancé True Sourcing sur une idée révolutionnaire, une vision en pensant qu'on allait faire venir plein de gens sur le sourcing. À la base, c'était une vision purement commerciale, on avait un produit à vendre. Et comme True Paris, c'était dans quasiment un an, on s'est dit, bon, on va faire un True Paris bis, ça s'appellera True Sourcing, ça va faire kiffer les gens. Et finalement, c'est devenu un vrai truc. Mais ouais, je sens de plus en plus cette communauté de sourcing. Il y a des trucs qui se montent, des meet-ups, des Slack, etc.
Et l'idée de vous dire, c'est que personne verra. L'idée que je voulais vous communiquer aussi, c'est que personne ne verra vous sauver. Vraiment, il faut qu'on se prenne tous et tout en main, pas même nous. Je rappelle toujours que d'ailleurs qu'on est une entreprise commerciale avec des intérêts commerciaux, ça a des implications, même de la manière dont on parle. Donc il faut que la communauté, elle se prenne en main, personne ne viendra nous sauver. Et c'est ce qui nous a amené aussi à cette conclusion qu'il fallait une école du recrutement et donc du sourcing aussi, et que comme Laurent vous l'avait dit, alors je ne savais pas, il annonçait là, mais qu'on a ces locaux qui arrivent et qui préparent l'école, parce qu'en fait le sourcing, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et il faut aussi qu'on arrive à surmonter l'effet geek. C'est quoi l'effet geek? Et vous verrez, il y a Guillaume Alexandre, je peux vous dire. Mais il y a cet effet de quand on est vraiment passionné par le sourcing, passé par n'importe quel sujet, on peut vite devenir un geek de la discipline. Parce qu'on est tellement passionné qu'on se rend plus compte que ce que c'est qu'un débutant. Des fois, je parle avec les experts du sourcing et je dis, mais tu te rends pas compte, moi, les gens en formation, il y en a un tiers, ils n'ont même pas LinkedIn. Tu me parles de sourcer sur Facebook, mais ils n'ont même pas LinkedIn. Donc, des fois, ils ne savent pas utiliser Google. Donc, forcément, il y a ce décalage qui fait qu'il faut pouvoir se remettre à la place des débutants et il faut pouvoir surmonter les faits et partager la bande du sourcing. Et réussir à le partager. Et ma vraie question là, parce que c'est moi qui vais me charger du contenu, de réfléchir à la pédagogie de cette école. Alors déjà, sachez-le, il y aura un système de points à Harry Potter. C'est mon grand rêve, donc on fera comme Dumbledore. Il y aura des points pour Gryffondor et pour Serpentard. Mais au-delà des points pour Gryffondor et Serpentard, Imaginez légalement comment je dois défendre ça, quoi. On se démerdera légalement. Lui, il imagine les Harry Potter et moi, je suis devant les responsables de CNCP, etc. Bon, alors nous, on va faire un système de points à la Harry Potter. Bien sûr, ouais. Bon, on le fera. Et voilà, je me pose beaucoup de questions. Il y en a certaines que j'ai résolues, d'autres pas. Une des questions que j'ai pas résolues, c'est comment on trouve un bon prof, comment on qualifie un bon professeur, qu'est-ce qui fait qu'un professeur est bon. Et au final, je me rends compte que c'est pas tant une question d'expertise que d'empathie. Les bons profs, c'est des gens qui sont capables de repartir du niveau du débutant et de les tirer à quelque chose et de leur amener la passion. Chaque fois que je demande aux gens quels sont les profs qui vous ont le plus marqué, à chaque fois, le retour, c'est toujours des profs qui sont passionnants, qui arrivent à se mettre à notre place et qui nous tirent vers quelque chose. Et la question que j'aimerais vous poser, que je me pose aussi du coup, c'est si vous aviez... Une seule chose, bonne chance. Si vous avez une seule chose à dire à un étudiant en sourcing, vous lui diriez quoi? Parce qu'au final, c'est le cœur d'une école. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais fait de sourcing, il ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous lui dites? Avec comme petite piste déjà, je suis tombé avant-hier à 4h du matin parce que je prépare mes confs à 4h du matin, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ça. Mais je suis tombé cette citation de Saint-Exupéry qui disait, je ne la refais pas de tête, mais grosso modo, que si vous voulez construire un bateau, ça sert à rien, il ne faut pas dire aux gens où trouver le matériel, comment l'utiliser, etc. Il faut faire naître chez vos employés, entre guillemets, le désir de la mer. Je vois que Laurent et Joseph est à fond sur cette citation. Mais et c'est ça l'idée, c'est comment j'arrive à donner envie aux gens d'apprendre plutôt que de leur balancer du contenu. Alors, avant de finir tout ça, on va faire un petit jeu. On aurait été des Américains, je vous aurais fait crier oui on peut, yes we can. Bon, ça aurait été un peu ridicule, mais on va faire un truc moins américain. C'est que vous allez prendre la question de tout à l'heure, donc rappelez-vous, si vous aviez quelque chose à dire à un étudiant en sourcing, qu'est-ce que vous lui diriez? D'accord? Donc on va sortir son téléphone. On va aller dans l'application SMS. Je vais désactiver le mode avion. Et vous allez m'écrire en un SMS, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence. Et j'enchaîne pas tant que j'ai pas au moins un SMS. La question c'est qu'est-ce que vous diriez à un novice, un néophyte en sourcing. Là, il a jamais rien fait en sourcing, il arrive, en un SMS vous lui dites quoi? Bon, ça tombe bien, j'ai pas de réseau. Donc tu as donné ton numéro de téléphone à tout le monde, quoi. J'ai donné mon numéro de téléphone à tout le monde, oui. Donc si vous voulez appeler Nicolas Galita... En même temps, il est déjà en clair sur le web, tu tapes Nicolas Galita, tu l'as sur le site de Wikimats. Hein? C'est un développeur Java. Je suis con, je l'ai. Moi, j'étais en train de taper 0610. On se voit pas souvent avec Laurent, c'est pour ça. On se voit pas souvent avec Laurent, c'est pour ça. J'ai pas mon numéro de téléphone.
C'est bien C'est le bon tien, ouais. Non, je capte pas. Ah, c'est 4G. Ah, c'est Curiosity. Ah oui, mon téléphone est en train de bugger. Arthur Massonneau, j'ai vu Arthur Massonneau. Merci Arthur. Et du coup, avec quoi je vous laisse sur le sujet? Mais attends, mais tu débriefes pas les SMS reçus? Ah bah non, là, il y en a plein. Je vais les débriefer. On va en reparler. Ah oui, j'ai oublié la consigne, t'as raison. La consigne clé, c'est que... Et puis on en reparle, venez m'en reparler au cours de la journée, on discutera de ce que vous m'avez envoyé. Je vous disais donc, si je vous laisse avec vraiment quelque chose à retirer aujourd'hui, c'est que avant toutes les questions d'outils, de techniques, etc., c'est vraiment une question de fierté et d'aller porter les messages, d'aller porter l'amour du sourcing au dehors. Attendez pas que... Je sais qu'on a plutôt tendance à l'humilité quand on est sourceur. Arrêtez d'être humble. Vraiment, arrêtez d'être humble. J'ai failli le dire avec un drapeau, mais j'ai pas le temps de l'imprimer, mais porter fièrement la Sourcing Nation. L'idée, c'est qu'il faut arrêter d'être humble, il faut porter le métier, et personne ne viendra nous aider. Donc si à chaque fois que vous acceptez qu'on dévalorise votre métier, bah vous portez tort à toute la communauté en elle-même. Lucille a une phrase qui est marrante sur son t-shirt qui est l'image de ton métier ne dépend que de toi. Et je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté. Ouais.